Hello, bonjour. Du coup, je reviens encore pour mettre en évidence en fait l'importance de la méthode de Monte Carlo. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir prouver le théorème central limite, le fameux théorème qu'on appelle TLC. Celui-là même qui permet à tous les statisticiens effectivement à un moment effectivement quand ils ont des données en fait qui d'entrée de jeu ne sont pas forcément gaussiennes, mais que voilà, sous certaines hypothèses, notamment le fait qu'elles sont identiquement distribuées et tout ça, on peut se ramener tout de même effectivement à une nouvelle variable qui elle en fait suit une loi gaussienne. Donc on part avec quelque chose qui au départ n'est pas gaussienne, mais par transformation, justement grâce à ce théorème central limite là, on se ramène à quelque chose de gaussien, de une variable gaussienne quoi. Donc une variable qui suit une loi normale centrée réduite. Donc ça, c'est grâce à ce théorème. Et c'est prouvé justement, comme vous allez le voir là. Donc le théorème, il est là. On dit soit xn une suite de variables indépendantes identiquement distribuées. Donc c'est-à-dire que toutes nos suites de variables aléatoires x1, x2 jusqu'à xn là, sont des variables qui ont toutes la même loi et qui sont indépendantes. Donc, admettant un moment d'ordre 2, ça c'est un élément important. Voilà, il faudrait qu'on ait un moment d'ordre 2 pour que derrière il puisse exister la variance, pour que la variance puisse exister. Sachant qu'effectivement, cette variance-là, qui va être notée par sigma carré, soit non nulle, hein, bien sûr. Parce que après, il y a une question de diviser par sigma. Donc, sous cette hypothèse, pardon, donc, on a posé ici mu égale à la moyenne commune, en fait, la moyenne des 7 suites la moyenne, en fait, disons le paramètre correspondant à la moyenne de la loi mère, en fait, qui est suivie par une suite de variables x1, x2 jusqu'à xn. Donc, c'est ce qui est défini par mu là. Donc, mu égale l'espérance de x1. On aurait pu dire mu égale l'espérance de x2, et ainsi de suite, parce qu'elles sont toutes de même loi. Donc, il n'y a pas de différence. En termes de loi, il n'y a pas de différence entre x1, x2 et x3, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on se focalise sur x1, par exemple, là. Et du coup, on note sigma carré, comme je l'avais dit tout à l'heure, variance de x1. Donc, on construit une somme, en fait, avec cette suite de variables aléatoires i et d là. On construit la somme de cette suite de variables là. Donc, qui est Sn. Donc, Sn, c'est x1 plus x2 jusqu'à xn. De sorte à ce qu'on arrive à construire une variable. Je précise encore hein, que ces variables x1, x2 jusqu'à xn, là, elles sont pas toutes gaussiennes forcément. Mais du coup, on arrive tout de même à construire une nouvelle variable yn qui, elle, correspond à Sn moins n fois mu sur divisé pardon, par sigma fois racine de n. Alors en fait, ça c'est en réalité Sn, comme c'est une suite de variables aléatoires, elle aussi est une suite de variables aléatoires, forcément. Et donc ce qu'on a fait là, on a centré, réduit en fait, on a retiré la moyenne de Sn et on a divisé par son écart-type. Parce que là, on peut le prouver, hein. Si on fait l'espérance de Sn, ça va faire l'espérance de cette suite de variables aléatoires là. Et comme l'espérance d'une somme de variables aléatoires est égale en fait à qu'elles sont indépendantes ou pas, en fait, c'est égal à la somme des espérances en fait. Et comme nos espérances sont identiques, bah, du coup, on se retrouve avec une somme de termes allant de 1 à n de termes identiques, quoi. Donc de mu, en fait. Et quand on va de 1 à n, il y a n moins 1 plus 1, donc il y a n thèmes. Donc ça fait n fois le thème, le thème constant qui apparaît dans notre somme qui est le mu, en fait, là. Donc ça fait n fois mu. Et donc divisé par la variance, les cas types. Les cas types, c'est la racine carrée de la variance. Donc là, qui est sigma carré. Donc, mais de Sn, par contre. Sauf que la variance de Sn, si on cherche avant de passer à l'état type, ça fait la variance de cette suite de cette somme de variables aléatoires i et d là. Et comme elles sont indépendantes, il y a l'hypothèse du fait qu'elles sont indépendantes. Donc du coup, ça nous fait la somme des i allant de 1 à n de la variance de x1 par exemple. Parce que elles sont toutes de même.
variance en fait. Donc du coup, ça nous fera comme tout à l'heure là, ça nous fera en fait n fois la variance de x1. Et comme la variance de x1, ça fait sigma carré, bah donc ça fait n fois sigma carré. Et donc en négatif, c'est la racine carrée de ça, donc ça fait sigma racine de n. Donc là, c'est comme ça qu'on arrive à construire une variable qui, elle, en fait, dans ce qu'on veut montrer, c'est que cette variable-là, on est convaincu que cette variable-là est une loi gaussienne centrée réduite. Donc, c'est ce qui est marqué là. Alors, la suite yn converge en loi vers une variable aléatoire de loi n01. Donc, loi normale centrée réduite. Donc, autrement dit, si on veut calculer la probabilité que yn soit inférieur ou égal à x, bah, en fait, il suffit d'utiliser la densité de la loi gaussienne centrée réduite, en fait, plus loin, bien sûr, pour moi, c'est que quand le n tend vers l'infini, on va remarquer qu'effectivement, ça va correspondre au calcul enfin, à l'utilisation de la densité de la loi gaussienne pour justement obtenir cette probabilité-là. Et donc, ça, on veut le prouver. Donc, ça, théoriquement, c'est prouvable. On le prouve. Mais quand vous avez du mal justement à le prouver, vous pouvez effectivement utiliser la méthode de Monte-Carlo, donc, qui est une approche qui permet justement de prouver tout ce qui effectivement peut être compliqué analytiquement à prouver en fait. Donc, si analytiquement on a du mal à le prouver, on peut justement utiliser cette méthode-là. Donc, je vais le montrer, je vais le mettre en œuvre. Ce qui est important, c'est que la suite des variables, c'est une suite de variables, des variables réelles, bien sûr, hein, indépendantes et identiquement distribuées. Donc, ça veut dire quand on dit réel, tout ce qui a support dans N aussi est faussement dans R, donc il n'y a pas de problème. Donc, ça marcherait bien si on a une suite de lois binomiales ou voilà. Pardon, autant pour moi. Ouais, binomiale un peu, mais je vais dire si on a une suite de lois de Poisson et oui, binomiale aussi, parce que binomiale, effectivement, on a une suite de, de valeurs en fait qui sont dans un support fini, mais d'entier. Et donc, si on est sous ces hypothèses-là, effectivement, on arrive à passer à une loi gaussienne, notamment quand le n, quand on en a assez, on a un grand nombre de variables aléatoires en fait. Donc on va le prouver là. Du coup, je commence par ouvrir mon fichier là, le R. Ce que je vais faire, je vais le tester en fait je vais simuler en fait une suite de réalisation de loi exponentielle. Je vais travailler avec la loi exponentielle. Et je pense que je peux en faire aussi avec la loi de Student. Et ainsi de suite. Donc je vais déjà commencer par simuler une suite de réalisation de loi exponentielle. Donc là, sachant qu'au départ, j'ai besoin de préciser la taille de mon échantillon en fait. Donc je vais préciser n égale 100. Donc ça, déjà en premier lieu, donc ça correspond à la taille de mon échantillon. Donc à la suite de réalisation que je vais réaliser. Et donc là, euh, euh, donc je vais là simuler avec cette fonction la RExpo. C'est une fonction qui est déjà conçue et que nous on peut développer. On peut normalement la construire aussi également. On peut faire fi de ça et puis construire nous-mêmes justement une fonction qui permet de simuler en fait une suite de réalisation de loi exponentielle. Mais on va l'utiliser directement. Donc on a RExpo. Je vais lui préciser le nombre de réplications que je veux. Donc le nombre de réalisations de variables suivant la loi exponentielle. Et je vais le préciser le paramètre ici, la loi exponentielle de paramètre 2. Je vais prendre une loi exponentielle de paramètre 2. Donc là, là on a une suite de réalisation de n variables indépendantes et identiquement distribuées. Donc, identiquement distribuées précisément ici, je vais dire dépendantes et de loi
expo de donc la loi exponentielle de paramètre 2. Une fois j'ai fait ça, mon objectif c'est d'utiliser cette approche théorique qui est là. Donc l'approche théorique, bon déjà on est d'accord, hein, la loi exponentielle elle a un moment d'ordre 2, donc il n'y a pas de souci, du coup le moment d'ordre 1 existe forcément. Donc il n'y a pas de souci, l'hypothèse à ce niveau. Et je suis convaincu que la variance, le moment d'ordre, du fait que le moment d'ordre 2 existe, la variance est finie. Donc il n'y a pas de problème. La variance, pardon, elle est non nulle par rapport à ce que j'ai ici, l'exponentielle de paramètre 2. Et donc, ce que je vais faire là, donc j'ai déjà ça, j'ai déjà toute cette hypothèse-là, identiquement discrète, le moment d'ordre 2 qui est vérifié. Donc tout ça, ça existe. Donc je vais maintenant construire ma somme Sn, ce qu'on appelait Sn dans mon truc ici. Donc je vais définir mon Sn. Sn, en fait, je vais le prendre comme étant la somme. Somme. Je vais prendre. Par contre, je vais pas stocker ma suite de réalisation de variables là, donc xn, dans un objet. Donc je vais dire Sn égale la somme xn. Donc je vais faire la somme de ces suites de réalisation. Donc somme des réalisations. Bon, ou somme de ma suite de réalisation de loi expo. Somme de ma suite de réalisation de loi expo, parenthèse 2. Donc une fois j'ai ça, je vais définir ce que j'appelle mu n. Mu n en fait c'est pour faire référence à la moyenne de Sn, normalement à l'espérance de Sn en réalité. Donc mu n par définition, ça va correspondre à n fois en fait l'espérance de ma loi exponentielle. Sachant que la loi exponentielle de paramètre 2, son espérance, si je ne me trompe pas, c'est bien 1 sur... L'espérance de la loi exponentielle, c'est bien 1 sur le lambda. Donc, on est bien d'accord là. Du coup, comme ça fait un petit moment, donc, espérance de la loi. J'aime plutôt moins la démontrer, hein, je retiens jamais en fait. Je préfère démontrer. Bon, après, c'est pour ça. Euh, donc là, voilà, donc l'espérance de x c'est 1 sur le lambda. Donc c'est ça, je ne me suis pas trompé du coup. Donc, donc ça me permet d'avoir n fois le 1 sur le paramètre ici, mon lambda c'est 2. Hein. Ce que j'aurais pu faire pour rendre un peu plus intéressant mon truc, je vais mettre lambda. Je vais définir le paramètre de sorte à ce qu'il puisse bouger. Donc là, je le mets à 2 et comme ça, là, ma fonction arrête. Je vais mettre lambda pour faire un truc un peu plus automatique, plus automatisé, pardon. Donc là, ça fait n fois, entre parenthèses, 1 divisé par lambda. Donc c'est 1 sur lambda. Donc ça, une fois que je l'ai fait, ça c'est ma moyenne. Ou c'est l'espérance, on va dire, mais ça correspond à la moyenne en réalité. Donc l'espérance de Sn. Ensuite, j'aurai en fait ce que j'appelle ma variance de Sn. Donc va Sn. Donc la variance de Sn. La variance de Sn. Donc en fait, je vais même pas, le mu, je vais pas l'écrire comme ça. Je vais écrire mu comme ça. Mu underscore n. Et là, je vais appeler sigma en fait. Sigma underscore n. Donc sigma underscore n, c'est pour faire référence indicative. Donc lui, comme je l'ai dit là, c'est bien en fait, c'est bien en fait,
c'est bien ce que j'avais dit, les quatre types de... ce qu'on a là. Donc, donc c'est sigma fois racine de n, hein. C'est sigma fois les quatre types de... C'est les quatre types, pardon, de notre loi ici qu'on a utilisé, donc la loi exponentielle fois racine de n. Donc ça, je vais l'utiliser ici, là. Donc sigma n, ça fait la variance de la loi exponentielle. Mais sauf que la variance de la loi exponentielle, la définition, je crois qu'il y avait un lien, la variance de la loi exponentielle, ouais, ça fait 1 sur lambda carré. Donc l'espérance c'est 1 sur lambda, la variance c'est 1 sur lambda carré, donc tout à fait. Donc là, comme je l'ai dit, moi, franchement, je pense qu'on peut faire de la place au cerveau, il n'y a pas besoin de retenir. Après, effectivement, quand on a su des projets où on travaille beaucoup avec ça, ça reste de tête. Mais sinon, ça sert à rien de retenir parce qu'on peut le démontrer, hein. C'est juste des calculs d'intégrale, sachant que la fonction elle est connue. Et ça passe. Donc sigma n, c'est bien 1 sur lambda carré. Donc ça fait 1 divisé par... Ouais, c'était ça la variante. Donc en racine carrée, les 4 types, ça fait 1 sur lambda. En valeur absolue. Pas en valeur absolue. Donc là, la variance, ouais, elle est positive là. Donc il n'y a pas besoin du coup... pas que je dise une bêtise, du coup, voilà. Donc ça fait 1 sur... je vais le mettre là. Donc ça fait SQRT. Donc racine carrée de 1 sur lambda au carré. Je vais faire comme ça. C'est plus mieux. Donc SQRT de lambda exposant donc lambda carré. Ok, mais sauf que après, faut faire... ouais, c'est SQRT donc de n fois... fois donc n, racine carrée de n fois la racine carrée de la variance de notre loi, de la variance de la loi exponentielle. Et donc c'est ce qui est là comme ça. Et donc là, c'est les quatre types, autant pour moi, donc les quatre types de les quatre types de SN simplement, parce on lui a déjà donné, non? Maintenant, donc j'ai ça, sigma n, j'ai mon mu n. Maintenant, ma variable, bon, nous on l'a appelé dans ce que j'ai dans le polycopier que j'ai pris, on l'a appelé en fait, dans le document là on l'a appelé, ils ont défini yn. Donc yn, on va le prendre yn. Donc yn ça va être égal en fait à quoi? Yn ça va être égal en fait à la variable qui va être Sn moins le mu n que je vais copier, coller. Donc mu Sn moins mu n divisé par sigma n. Ok. Donc tout ça je peux mettre dans une fonction après. Donc si je fais ça, donc ça va me donner en principe. En principe, bon là on a une suite. On va faire ça d'abord, on va se réaliser. Donc suite de réalisation de loi centrée réduite. Suite de réalisation de variables de loi de variables, suite de réalisation de variables. Donc suite de n réalisation. Suite de n réalisation des variables de loi centrée réduite. Maintenant, l'idée, c'est de voir si cette suite de réalisation-là, en fait, suit la loi gaussienne, justement, centrée réduite. Donc là, ce que je vais faire, je vais
fait l'histogramme, donc pour voir la distribution, donc hist yn, freq égale false. Donc, donc là, je vais mettre line égale past en parenthèse. Donc là, je vais mettre distribution, distribution distribution de n, distribution de n, distribution de n réalisation, de n réalisation de y. Je vais l'appeler comme ça, ouais, de y n. Description de n réalisation de y. Et donc là, je vais garder la couleur col égale 2. Je pense que ça me va comme ça. Donc là, si on observe la distribution, on observe c'est la distribution des y n. Ensuite, une fois j'ai fini ça, ce que je peux faire, je peux associer à cette distribution-là, parce que l'idée c'est de prouver, comme j'ai dit, que cette distribution que j'ai là, plus l'échantillon est grand de taille, et que les hypothèses qu'on a évoquées sont vérifiées, en fait, cette distribution-là, elle va être quasiment identique à enfin, elle va être pareille que la distribution de, de la loi gaussienne, d'une suite de réalisation de loi gaussienne. Donc, c'est ça l'idée, faut pas l'oublier. Donc, ça veut dire que quand le n, notre n qui est la taille de notre échantillon, plus on a de données, plus cette nouvelle donnée qu'on a là va se rapprocher de la loi gaussienne centrée réduite. Donc, ce qui serait bien de faire, c'est de créer en fait, donc, T égale sec. Donc, je vais prendre le minimum de... sachant que là, Sn c'est somme de xn. Donc là, je vais en récupérer qu'un seul, hein. Je vais en récupérer qu'un seul. Ah oui, d'accord. Donc là, je vais en récupérer qu'un seul. Du coup. En fait, là, j'ai oublié juste. J'ai oublié juste mon... Parce que j'ai mon n qui est la taille de l'échantillon, mais il me faut beaucoup de données de type SN. Donc de type SN. Donc en fait là, celui-là, je vais en mettre. Enfin, il m'en faut plusieurs déjà, quoi. Pour faire le second. Donc là, je vais en mettre m égale 10. 10 là, c'est en fait. Donc ça, c'est la suite de réalisation de la variable
sud de M, donc sud de, donc là en fait ça va être sud de M réalisation de la variable xn, parce que évidemment il m'en faut beaucoup. Donc là en fait c'est que j'aurais dû utiliser toute une matrice en fait. Donc là c'est matrice. Donc, je vais en simuler en fait matrice de taille. Donc là en fait c'est n fois m qu'il m'en faut prendre. Donc n fois m. D'accord. Donc n fois m. Et comme ça, les m là, je vais les disposer en m, ça sera la taille, m, ça sera le nombre de colonnes de ma matrice. Et n, lui, ça sera le nombre de lignes pour que je somme par colonne pour récupérer. Donc là, c'est bon. Donc là, matrice, donc celui-là, donc lui, donc ça, je vais le mettre comme ça. Donc par défaut, il va me le remplir. Je dois juste préciser le nombre donc comme j'ai dit, il y a n col. Le nombre de colonnes, ça doit faire m. Donc comme ça, j'aurai n lignes, m colonnes. Donc suite de réalisation de n donc en fait de m variable, suite de réalisation de n variables indépendantes et de loi SO de 2 par colonne se trouve positionné dans chaque colonne. Ouais, positionné, on va dire ça. Positionné dans positionné positionné dans chacune des colonnes de ma matrice. Voilà, ça c'est bon. Parce que ça, ça m'est échappé un moment. Et comme ça, là, je récupère un col. Je récupère un col somme. Col somme de xn. Donc là, je vais avoir un vecteur de taille m. Oui, parce que chaque colonne, je vais faire la somme de chaque colonne, des vecteurs de chaque colonne, des vecteurs colonnes, pardon, de ma matrice. Et donc, comme ma matrice, elle a m colonnes, donc finalement, je vais en ressortir avec un seul vecteur par colonne. Donc, j'aurai m vecteurs. Un vecteur de taille m correspondant à taille m où chaque composante est une somme de suite de réalisation de loi, est une somme de n réalisation, est une somme de n réalisation de loi exponentielle de 2. Donc là, c'est bon. Donc, quelle somme de xn? Et donc, elles ont toutes la même loi, donc ça va rester identique. Donc, chacune, ce sera les mêmes lois, hein, donc la même moyenne, la même équative, juste qu'il y en aura beaucoup. Et donc, oui, d'accord. Là, c'est bon. Du coup, là, yn, ça fait Sn moins mu n divisé par c. Donc, là, donc là, en fait, j'aurai somme de m plutôt réalisation de variables de loi, suite de m réalisation des variables de loi centrée réduite. Donc, finalement, en fait,
Voilà ce qui va se passer, hein. On aura N et M qui vont jouer deux rôles importants. Le N, là, lui, va jouer un rôle important sur la convergence de, de notre YN là, vers la loi centrale réduite. Et quant au M là, lui, il va assurer la convergence, plus il est grand, il va assurer la convergence de l'histogramme, donc de la distribution que je vais représenter de mes YN là, vers la densité théorique des YN. Et comme les YN seront gaussiennes, ça va justement jouer, ça va faire en sorte que, bah, en fait, euh, ça va faire qu'en fait, on aura une superposition de différentes coupes que je vais montrer tout à l'heure, là, qu'on va voir. Et du coup, là, si je continue, du coup, ce que je faisais. Donc là, j'ai YN, ça fait SN moins mu N sur sigma N, ok, soit M. Donc, suite de M, réalisation de variables de loi centrée réduite. Voilà. Donc, sachant que chaque variable en question dont je parle, qui est centrée réduite, est elle-même obtenue en faisant une somme de lois gaussiennes, une somme de réalisation de lois, pardon, de lois exponentielles qu'on a après centrée et réduite. Donc, suite de M, réalisation des variables de lois centrées et réduites. Mhm. Donc, chaque SN, ouais. Oui, c'est ça, SN. Donc, puisque j'ai fait... oui, c'est ça, il va dupliquer. SN, c'est un vecteur. Mu n, c'est un scalaire, donc il va faire à chaque élément de SN, il va faire moins mu n. Donc ça, c'est normal. Parce que mon mu n, j'aurais pu le vectoriser, c'est-à-dire en créant une matrice avec que des éléments de cette forme-là. Mais il n'y a pas besoin, parce que R, il est puissant quand il y a... Lui, c'est un vecteur, et lui, c'est un scalaire. Donc quand je fais cette opération-là, il va à chaque composant du vecteur, il va retirer le mu n. Donc ça, c'est ce que je souhaite. Et ça, c'est parfait. Et il va diviser chaque composante justement par sigma n aussi. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc ça aussi, c'est parfait. Et donc là, c'est bon. Et donc du coup, là, on aura l'histogramme de YN fois qui égale ça. Donc en fait, là, ce que je veux maintenant, c'est de trouver un support. Donc là, je vais créer une série un support de valeur. Donc YN, virgule, max YN, de taille len égale donc 200 points. Et je vais, je vais faire ça line, non, pas ça. Donc line, donc T. Donc je vais associer à ça la densité de la loi gaussienne centrale. Donc T, D norme, T, donc mu égale, donc la moyenne c'est la moyenne de la loi. Donc min égale, oui, donc min égale, donc c'est la moyenne, c'est le mu. Donc, je vais copier-coller simplement, virgule, sigma, non, plutôt parce que moi l'objectif c'est de montrer que ça converge vers la loi centrale, donc je vais plutôt mettre,
suite au min égale 0, bon, par défaut, il fait comme ça, hein, normalement, donc SD égale 1. Donc là, c'est bon. LWD égale LWD égale D. LWD égale 3, par exemple. Et donc là, je vais commencer déjà par avoir une 3. Donc là, on va tester. On a ça et celui-là. Donc lambda 2 égale 2. Donc ici, je peux visualiser mon... Je peux faire view là pour voir. View xn, j'ai compris. Donc j'ai ma matrice qui est là. Ça c'est ma matrice de réalisation de loi exponentielle. Donc ça c'est ma matrice là. Donc ce que je disais tout à l'heure là, on a V1, V2, V3, donc jusqu'à 10. Donc ça c'est en fait ce que je disais tout à l'heure, cette variable Sn là. Je vais en créer plusieurs là. Donc je vais en créer un vecteur de taille M. Donc c'est ce qui se retrouve sur mes colonnes là, qui sont là. Et on sait que chacune d'elles est obtenue en faisant une somme de Gaussien. Donc vous voyez là, on a 1, 2, 3 jusqu'à... On va jusqu'à 100 là, normalement. Donc j'ai pris une somme, chaque colonne, je fais une somme de 100 gaussiennes, là, par exemple, de n gaussiennes. Je fais la somme de toutes les composantes là, je vais en récupérer 1, et je fais ici la somme de tout, je vais récupérer 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand je fais ça, je récupère bien un vecteur de taille m. Donc c'est pour ça que je disais, et après c'est la distribution de cette suite de variables là que je vais observer. Donc là, du coup là, donc c'est densité théorique, donc la vraie densité bien sûr de la loi densité théorique de la loi en fait gaussienne centrée réduite, donc c'est-à-dire une n 0. Donc ça une fois c'est fait, j'ai déjà observé, donc je peux faire mon SN par exemple là, équal somme, non, ça c'était pas la bonne, attends, donc c'est col, donc c'est col somme avec donc xn. Donc là, je réexécute parce qu'il a râlé à ce niveau. Donc j'ai mon SN, mais sauf que mon SN, là, je vais l'afficher par exemple. Donc là, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en fait, mon SN là, on peut voir en length de SN. Donc c'est bien vecteur de taille 10. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai dit vecteur de taille M, voilà, c'est ça. Et ensuite mon mu n là, ça fait mu n mu n mu n c'est 1 sur n fois oui, donc c'était bien ça. Donc ça c'est bon, donc parce que c'est n fois mu, ok d'accord. Donc là on est bon. Du coup notre sigma n, c'est celui-là. Donc sigma n, je peux par exemple l'afficher. Donc là on a le sigma n, c'est ça. Donc là on est bon.
Maintenant, comme j'ai dit, là, c'est vectorisé. On a bien vu que Sn, c'est une matrice, là. Elle a euh, pardon, on a vu Sn c'est un vecteur, autant pour moi. Sn, c'est un vecteur. Donc, chaque vecteur, là, je fais moins la moyenne. Ok, donc là, on est bon. Donc, quand je fais ça, j'affiche mon yn. Donc, en fait, j'ai une suite de valeurs qui correspondent là, bien de taille 10. Et c'est bien ce qu'il a fait, hein. Parce que comme je l'ai dit, si on fait un vecteur, par exemple, 4, 6, 8, si on fait moins, sur vecteur 4, 6, 8, on fait moins 2, on va voir qu'il va faire à chaque composant du vecteur, il va faire moins 2. Donc, vous voyez, 4 moins 2, ça fait 2, 6 moins 2, ça fait 4, 8 moins 2, ça fait 6. Donc, R, il est très puissant pour ça. Donc, il n'y a pas de problème, les calculs sont vectorisés, et puis voilà. Et donc, il a bien fait ce que j'attendais là. Maintenant, ce que je